Ça lui permet donc par cet acte-là d'éloigner les fonds de son origine illicite. Et il les transforme donc ainsi en biens immobiliers. Si ces biens sont par la suite revendus, il aura seulement à signaler que l'argent donc provient de la vente d'un immeuble. On n'aura pas à chercher à savoir comment il a acquis l'immeuble, mais on va lui demander donc de faire la preuve effectivement qu'il a vendu, que l'argent qu'il a été donc est issu de la vente d'un immeuble. Du coup, il arrive donc par ce procédé-là à introduire les fonds détournés dans l'économie. Et ces fonds donc se trouvent blanchis. Leur origine illicite se trouve déguisée. Monsieur le Président, comme pour les autres prévenus, nous pensons également que pour les faits de blanchiment des capitaux, il est coupable donc de ces faits-là. Justice et gouvernance renforcée. Le procès Hamidou Tiénian et consorts marque un tournant dans la lutte contre la corruption au Burkina Faso. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, le pays s'est engagé dans une réforme profonde pour assainir la gestion publique et rétablir la confiance entre les citoyens et leurs institutions. Ce procès, centré sur le détournement de fonds destinés aux déplacés internes, symbolise la volonté d'assurer justice aux populations les plus vulnérables. Alors nous passons au prévenu Bayoulou Philippe. En rappel, il lui est reproché des faits de faux en écriture publique et usage de faux, des faits de complicité de détournement de deniers publics, des faits d'enrichissement illicite et des faits de blanchiment de capitaux. Alors, en ce qui concerne les faits de faux en écriture publique, nous lui reprochons à lui, en toute connaissance de cause, d'avoir donc endossé les chèques qui ont été émis à son nom. Aussi bien des chèques émis sur le compte de M. Tiénian que sur le compte de Mme Tarpaga. Nous l'avons relevé, nous l'avons soutenu. Il a bénéficié donc des chèques émis à son nom, tirés sur les deux comptes. Et ces chèques, il les a touchés. Il a pu avoir donc paiement de ces chèques. Et pour parfaire le faux, comment il a fait pour effectivement toucher le chèque? Il était obligé de l'endosser. Alors qu'il savait très bien qu'il n'était pas la personne indiquée, qu'il n'était pas la personne morale, la personne idéale, qu'il n'était pas la personne légitime. Mais malgré tout, il lui a apposé ses références identitaires qui lui ont permis donc de procéder au retrait. Donc il y a faux. Parce que le fait donc d'endosser le chèque finit par faire son caractère faux. Sans quoi il n'allait pas pouvoir donc procéder au retrait. Donc pour nous, il est également coupable de faux. Parce que ce faux dont il est coupable a également porté un préjudice à autrui. Parce qu'avec ce faux, il a réussi à procéder à des retraits frauduleux qui ont créé un préjudice énorme à l'État. Et ce faux également porte sur un acte public parce que nous l'avons dit, le chèque trésor est censé être l'œuvre d'un agent public. Même si vous n'êtes pas un agent public, si vous portez frauduleusement donc, si vous détériorez frauduleusement donc la vérité contenue dans un chèque, vous êtes donc coupable des faits de faux en écriture publique. En l'espèce donc, le chèque étant par essence un acte public, Monsieur Bayoulou, qui l'a donc falsifié, sera coupable des faits de faux publics. Alors, il lui a également reproché des faits d'usage de faux. Ici, on lui reproche d'avoir utilisé des chèques dont il savait faux. Et lui, il ne conteste pas. Il l'a reconnu.
il a utilisé donc les chèques émis à son nom aussi bien par Mme Tarpaga que M. Tenyan Amidou pour procéder à des retraits. Il savait très bien que ces actes, que ces chèques étaient faux. Parce qu'il n'a pas fait une fois. Il n'a pas fait 2 fois. Il l'a fait plusieurs fois. Plusieurs dizaines de fois, dirais-je. Donc il savait très bien le caractère faux de ces actes. Mais il a donc entendu les utiliser. Pour nous, les faits d'usage de faux qui lui sont reprochés sont également caractérisés. Alors, il lui a également reproché des faits de complicité de détournement des deniers publics. La même infraction est reprochée à Mme Tarpaga. C'est la même qui est également reprochée à M. Salifou. Et c'est la même méthode utilisée. Ils prennent le chèque libellé à leur nom. Donc les chèques sont libellés en leur nom. Pas donc le gestionnaire du compte. Et pas de procédé au retrait. Les sommes issues donc de ces retraits sont remises entre les mains du gestionnaire du compte. Oui, il est le responsable du compte. Les sommes lui reviennent. Voilà pourquoi nous estimons qu'ils sont effectivement les auteurs principaux. Et M. Bayoulou vient faciliter la consommation de l'infraction en acceptant donc qu'on émette le chèque à son nom pour qu'il procède au retrait. Ces actes, effectivement, le fait d'avoir facilité la consommation de l'infraction peut se ranger donc dans la liste des actes pouvant être constitutifs des faits de complicité prévus par l'article 131-4 du Code pénal. Pour nous également, sa complicité, donc sa culpabilité pour cette infraction ne souffre d'aucun doute. Alors, il lui est reproché des faits d'enrichissement illicite. Alors, cette infraction, donc, nous le rappelons toujours, est prévue par l'article 332-24 du Code pénal, qui prescrit que quiconque donc se sera donc enrichi en utilisant des deniers ou des biens appartenant à l'État sera coupable d'enrichissement illicite. Alors, Monsieur Bayoulou Philippe, il a procédé donc à des retraits grâce au chèque donc falsifié, aussi bien dans le compte géré par le prévenu Tenyan que dans celui géré par la prévenue Madame Tarpaga. Et lorsqu'on fait donc le compte des retraits opérés sur les 2 comptes, on est à plus de 113 millions. Et ils l'ont répété, la clé de répartition généralement, c'est à part égale. Si on considère donc cette clé de répartition, la somme qui lui revient est de 56 735 000 francs CFA. Nous avons généré donc ce montant à partir des relevés bancaires de 2019 à 2024. Donc cette somme est venue en apport à son patrimoine, à l'actif de son patrimoine. Il s'est enrichi donc de cette somme. Je le rappelle, somme issue donc des faits de complicité de détournement des deniers publics. Donc ce sont des fonds publics. Ce sont des deniers publics. C'est effectivement parce que ce sont des deniers publics qu'il peut être donc coupable des faits d'enrichissement illicite sur la base de l'article 332-24 du Code pénal. Pour nous également, nous pensons que les faits donc sont amplement caractérisés en son encontre. Alors, la dernière infraction reprochée à M. Bayoulou Philippe, c'est l'infraction du blanchiment de capitaux. Les faits de blanchiment de capitaux. Alors, nous le rappelons, ces faits sont prévus et réprimés par l'article 7 de la loi numéro 016-2016 relative à la lutte contre le blanchiment du capitaux et le financement du terrorisme.
à lui, qu'est-ce qu'on lui reproche concrètement? Nous avons tantôt soutenu que ce qui lui est revenu donc au titre du détournement de façon personnelle est de 56 735 000 francs CFA. Nous lui reprochons d'avoir donc blanchi ce montant. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il faut noter que lui également, il a soutenu donc avoir payé des terrains. Il a payé donc 2 terrains qui ne sont pas encore construits, mais qui existent. Ça lui permet donc par cet acte-là d'éloigner les fonds de son origine illicite. Et il les transforme donc ainsi en biens immobiliers. Si ces biens sont par la suite revendus, ben, il aura seulement à signaler que l'argent donc provient de la vente d'un immeuble. On n'aura pas à chercher à savoir comment il a acquis l'immeuble, mais on va lui demander donc de faire la preuve effectivement qu'il a vendu, que l'argent qu'il a été donc est issu de la vente d'un immeuble. Du coup, il arrive donc par ce procédé-là à introduire les fonds détournés dans l'économie. Et ces fonds donc se trouvent blanchis. Leur origine illicite se trouve déguisée. Monsieur le Président, comme pour les autres prévenus, nous pensons également que pour les faits de blanchiment de capitaux, il est coupable donc de ces faits-là. Alors, Monsieur le Président, nous venons là donc de terminer avec la caractérisation des infractions en ce qui concerne les 4 prévenus. Alors, ce qu'on peut relever, c'est que les montants en jeu donnent des tournis. Quand on sait que nous sommes dans des États où les ressources ne suffisent pas, tout est prioritaire, nous sommes obligés d'opérer des choix parce que nous n'avons pas la possibilité de prendre en charge, nous n'avons pas la possibilité de gérer donc toutes les priorités. Et nous sommes dans un pays où on sait chaque fonds donc déposé est le fruit d'un sacrifice. Chaque fonds engrangé est le fruit d'un renoncement. Alors, la population donc, qui fait face à la crise sécuritaire, certains sont tellement impactés qu'ils ne sont plus à mesure de se nourrir. Voilà pourquoi l'État a fait donc le choix, malgré les priorités, malgré les urgences, d'injecter des fonds considérables donc, dans ce domaine. C'est sans compter la boulimie de certaines personnes qui ne se soucient pas de ce que l'État peut devenir demain. Ibrahim Traoré, déjà reconnu pour son combat contre le terrorisme, montre que la lutte pour la bonne gouvernance est une priorité. En envoyant un signal fort contre l'impunité, il renforce la crédibilité de l'État et pose les bases d'un avenir plus juste pour tous. Ce procès, bien qu'il s'inscrive dans un contexte difficile, reflète une volonté réelle de changement. Pour suivre cette affaire et bien d'autres, restez connectés à Afrique en question. Regardez nos vidéos, partagez avec vos proches, et abonnez-vous pour ne rien manquer des événements majeurs qui façonnent notre continent.